à vos questions en cette fin de campagne. Donc, pour votre information, nous achevons lentement mais sûrement notre tournée des 289 communes de la circonscription. On aura été dans toutes les mairies. Alors, au jour d'hier soir, on en était à 257. Donc ça veut dire qu'on a déjà fait l'essentiel. On va en faire encore demain et après-demain. Demain une quinzaine et après-demain quelques-unes. Le samedi, on a théoriquement plus le droit de faire campagne, mais en fait, on n'a pas le droit surtout de diffuser des matériaux nouveaux et on n'a pas le droit surtout en particulier de lancer dans la presse ou dans un communiqué ou dans un tract des arguments nouveaux qui pourraient influer sur le score, sur les résultats, y compris parce que les concurrents n'auraient pas le temps d'y répondre. Donc ça c'est interdit, mais rien ne nous interdit samedi d'aller sur les marchés ou d'aller saluer un maire dans sa mairie. Donc entre vendredi et samedi, on va refaire entre 15 et 20 mairies supplémentaires, on sera quasiment au bout du compte, sachant que, pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous exposer, mais vous comprendrez aisément, il y a très peu de mairies, mais quelques-unes auxquelles on n'est pas allé frapper. Je ne suis pas allé demander un rendez-vous au maire de Tarbes pour rendre visite à sa mairie, par exemple. Voilà. Même en allant avec Janine Duvier, puisque nous partageons la commune de Tarbes, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc c'est un exercice qui a été très long, mais qui est, je vous l'assure, extraordinairement enrichissant. Et je le pense, mais je le dis avec prudence, potentiellement, politiquement rentable, au sens... il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, je ne l'ai pas vérifié auprès de Pierre Forgue, je l'ai vérifié auprès d'Henri, et son frère qui l'a quasi confirmé, que la seule fois où Pierre Forgue a perdu une élection législative, c'était en 93, c'est parce qu'il n'avait pas fait la tournée des communes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si cette personne l'a fait, c'est qu'elle ne l'a pas inventé. Et donc j'appellerai Pierre pour lui demander si c'est vrai. En tout cas, nous l'avons fait, et ça, il faut que vous sachiez qu'il y a des communes qui, non seulement ne voient jamais leurs députés, mais ou rarement, ou pas du tout, voire leur conseiller départemental, voire d'autres. Je prends l'exemple toujours parce que cet exemple pour moi est célèbre, pour moi dans ma tête. Ardingost, ce village qui est au-dessus d'Arreau, petite route de plusieurs kilomètres dans la montagne, il a 11 habitants. Et bien quand je suis allé il y a 5 ans, j'étais le seul évidemment à y aller, 11 votants, 11 voix. Et là ils m'ont dit, vous serez encore le seul, donc le résultat sera le même. Alors, et il y a beaucoup de petites communes comme ça, où le seul fait de venir, d'honorer la population, d'aller se mettre à leur disposition, et puis de dialoguer avec les élus, amène des petites rivières qui à la fin peuvent faire un gros ruisseau, ou des petits ruisseaux qui peuvent faire une grosse rivière. Et puis, c'était pour nous aussi l'occasion de développer une thèse plus politique, qui est celle de notre défense des communes rurales. Quand on va dans les mairies, quand on va rencontrer les maires, c'est une manière d'honorer la mairie rurale, la commune rurale, dont nous sommes tous les deux, Joël parce qu'elle est maire d'un village rural de 220 habitants et moi, par conviction, un ardent défenseur de ces communes rurales. Donc ça aussi, ce message passait. Et puis voilà, on a eu dans ces mairies, on a des occasions de parler du fond. Des fois, les gens nous parlent de Macron, parlent de la gauche, des fois, ils nous parlent, etc. Mais on nous a parlé aussi beaucoup d'intercommunalité, parce que c'est un sujet brûlant dans le département. On nous a parlé beaucoup du haut débit, on nous a parlé énormément de l'hôpital de Lannemezan. Et donc, à chaque fois, on a l'occasion d'éclaircir des choses, de préciser les choses. Il y a le candidat Front de Gauche qui nous salue pour entretenir ces bonnes relations. Et voilà, et puis, ce que je voulais vous dire pour finir, avant que je dise un mot, c'est que... stratégiquement, ce que nous avons défendu comme ligne politique, c'était au fond de dire nous voulons soutenir le nouveau président, pas parce que c'est lui, mais parce qu'il y a intérêt à ce que les 5 ans qui viennent soient des 5 ans utiles à la France et que ce soit 5 ans de réussite. Je prends ces exemples-là, le terrorisme, il y a intérêt à ce qu'on continue à marquer des points. C'est un sujet sur lequel je suis parmi les plus élogieux de quinquennat Hollande. Il n'y en a pas beaucoup où je suis élogieux du quinquennat Hollande. Celui-là l'a été, parce que je pense qu'il a réparé bien des conneries qu'avait faites Sarkozy en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de reconstruction du service de renseignement, de recrutement dans la police, dans la gendarmerie, moyens donnés à l'armée. Hollande a fait un quasi sans faute, on va dire, et ses ministres de l'Intérieur successifs aussi. Mais ce risque-là, il est toujours là, présent, il est très présent en France et aux alentours.
on le sait tous. Et donc c'est un risque sur lequel il ne va pas falloir baisser la garde et qu'il va falloir qu'on soutienne le gouvernement et le président quand s'ils continuent leurs efforts et qu'on soit vigilant s'ils ne les continuent pas assez. Et c'est un risque majeur. Le risque social sur lequel je ne fais pas de dessin, c'est-à-dire cette colère qui s'est exprimée lors des élections présidentielles, même ces cris de révolte par rapport aux injustices sociales, par rapport d'abord au chômage de masse, aux injustices sociales, aux inégalités, qui s'est exprimé lourdement. Et si sur ce terrain-là, dans les 5 ans qui viennent, il n'y a pas des améliorations considérables, notamment sur le plan du chômage, là aussi on risque l'implosion sociale. Le troisième risque que j'ai défini, c'est le risque européen, parce que moi, autant je suis très satisfait que ait été élu président le plus européen des candidats, parce que moi je suis un Européen convaincu, autant je suis aussi satisfait, mais en même temps prudent sur le fait qu'il est européen, mais il sait que si on ne réoriente pas fondamentalement les orientations de l'Europe, si on ne change pas la donne au niveau européen, on va droit dans le mur, et tous les référendums qui pourraient être faits dans tous les pays d'Europe feraient la même chose que le Brexit. Tout le monde s'en ira les uns après les autres, et l'Europe sera morte. Donc il y a un besoin de réorientation qui est très fort, et je pense qu'il a plus d'énergie pour ça que Hollande. Bon. Donc il y a ces risques-là. Si ce quinquennat n'est pas réussi, ces 3 risques vont nous péter la figure tout le tard, peut-être les 3 en même temps, et il peut y avoir une décomposition de la République et de la démocratie en France, parce que le 4e risque, j'en parle pas, mais il est toujours présent, c'est que Mme Le Pen, qui a pris une raclée au 2e tour, elle a pris une raclée, mais elle a fait 11 millions de voix. 11 millions de voix, 2 fois plus que son père il y a 5 ans. Et donc, si on ne traite pas les problèmes graves, lourds, qui pèsent sur le pays, et s'il n'y a pas des améliorations, eh bien, elle continuera à monter, elle ou sa nièce, hein, je ne sais pas, ou je ne sais pas qui vont nous inventer dans la famille Le Pen, et dans 5 ans ou 10 ans, le flot nous submergera. Regardez dans notre département, il y a des communes, on en a encore vu hier à côté de Lannemezan, mais on en a vu, il y en a dans le Val d'Adour, c'est pas dans la circonscription, mais je les connais parce que j'y habite, du côté de Trie, d'autres encore, en Barousse, il y a une trentaine de communes qui l'ont faite majoritaire, avec parfois 60, 65 ou 70% des voix. Ce sont des toutes petites communes, certes, où l'influence d'une famille ou de deux peut basculer. N'empêche, le flot monte, en milieu rural en particulier. Donc ce 4e risque, c'est celui qui explose si on ne traite pas les 3 autres. Bon, à partir de là, quel positionnement politique on a essayé de défendre dans cette campagne? On a dit qu'il faut qu'il réussisse, donc on est là pour l'aider à réussir. Alors, après, je fais le débat de ceux qui aiment ou qui n'aiment pas qu'on mette majorité présidentielle. Je crois qu'il y en a plus qui n'aiment pas que le fait qu'ils aiment, parce qu'y compris ce Saint-Pastus nous dit qu'on n'a pas le droit, c'est bien. Mais en même temps, et puis je sais qu'à gauche, il y a des gens qui disent majorité présidentielle, c'est qu'ils ont déjà trahi la gauche pour aider Macron. Non, ce que nous avons voulu prendre en compte, c'est ce que je viens de vous dire par rapport aux 5 ans qui viennent. Le pays a intérêt à ce que ça réussisse. Et si on veut aider ce président à réussir, si on veut le soutenir et l'aider à réussir, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une logique de majorité présidentielle. Parce que ce que je dis à Saint-Pastus ou à ses amis qui me font sourire, ça les énerve beaucoup qu'on écrive ça, à partir du moment où j'ai voté Macron, ils ont tous voté Macron, certains même ici, dès le premier tour. Mais ensuite, on a fait campagne pour lui, contre Mme Le Pen. Moi, j'ai fait 60 réunions dans les mairies que j'avais commencé avec Joël pour appeler à voter Macron, puisqu'on était avant le 2e tour. Mais bien les militants d'En Marche, ils n'ont pas fait 60 réunions dans les mairies pour appeler à voter Macron. Bon, j'ai écrit à tous les électeurs pour s'en m'engager. Bien aussi les candidats d'En Marche n'ont pas fait autant. Donc j'ai appelé à voter Macron, j'ai fait campagne pour lui, j'ai voté pour lui, je me suis réjoui de son élection. Et maintenant je dis, je souhaite que son quinquennat soit une réussite et je me déclare disponible pour l'aider, le soutenir. Ça décrit une appartenance à la majorité présidentielle, quoi qu'on veut. C'est pas un label, c'est une démarche, quoi. Mais après, reste, et c'est ça le deuxième volet, comment l'aider? Et là, on rentre dans qu'est-ce qui me distingue du candidat d'En Marche, que évidemment En Marche a mis, à partir du moment où je refusais l'étiquette En Marche, a mis contre nous. Après, la distinction, c'est que c'est le candidat de la droite. Premièrement, on peut me raconter ce qu'on veut, à partir du moment où la droite ne présente pas de candidat et soutient le maire de manière qui lui-même était le délégué de Juppé à la primaire de la droite, pas de la gauche, primaire de la droite, dans laquelle il était investi, c'est le candidat de la droite. Alors de la droite, certes, qui veut soutenir Macron, mais de la droite qui soutient Macron et qui ne soutient pas Macron, la droite tout entière. Et donc il veut soutenir Macron à droite. Et ben moi, je veux soutenir Macron à gauche, parce que je pense que
le pari que fait Macron, qui est un pari risqué, sur lequel je ne mettrai pas ma main au feu que ça va marcher, qui est de faire travailler les gens de droite et les gens de gauche ensemble, comme il le fait au gouvernement, et qui demain se fera au Parlement aussi, pour que ça marche, il faut que les deux jambes soient équilibrées, que ça ne boite pas. Et mon sentiment, c'est qu'il y a besoin de muscler la jambe gauche. Je l'ai dit, il y a besoin de muscler la jambe gauche, je le redirai et je le redirai. Parce qu'il y a justement les cris de colère, ils s'expriment y compris sur ce besoin de progrès social, de justice sociale. Hein, moi je pense que le progrès économique va de pair avec le progrès social. Il y aura besoin de progrès social. Le progrès économique, j'ai assez confiance dans cette équipe pour en faire. Du progrès social, je pense qu'il y aura besoin de pousser fort. Donc c'est ma première différence avec Saint-Bastous. Les droites, je suis de gauche. Voilà. Et puis la deuxième différence, elle est d'ordre démocratique. Dans le débat que vous avez peut-être vu, mais que personne n'avait pas, grand monde n'a vu sur Internet, qu'on a eu, lors du fait qu'on voit qu'il, je ne sais pas qu'il n'a rien à dire, mais qu'il est assez mièvre, il n'a pas de proposition, etc. Quand on l'interroge sur il répond cette phrase que je trouve étonnante, moi, je voterai tout ce que proposera Macron. C'est-à-dire qu'on voit, et on commence à le voir dans l'opinion en France, et même nous, on l'a ressenti dans ces derniers jours, une inflexion dans la campagne, les gens qui nous disent, mais vous n'avez pas tout gobé et tout voté ce que vous... voilà. Non, il y a une conception de la démocratie qui est de dire, moi je serai un béni oui-oui, ce qui lui va bien d'ailleurs, où je serai le béni sur la couture du pantalon et je serai dans un parti godillot, je la fermerai et j'appliquerai. Et puis il y a une autre conception qui est de dire, non, c'est pas le rôle d'un parlementaire. Le parlementaire, c'est de voter tout ce qu'il peut, mais d'être des sentinelles vigilantes au nom de leurs convictions. Alors, on peut le faire d'une manière constructive, en disant jusqu'au bout, amendons, transformons votre projet, sinon il y a les plus grands risques, etc. Et au bout, ça peut aller jusqu'à refuser son avis sans rentrer dans l'opposition, mais dire non, là ça va trop loin, je ne suis pas capable, là, je n'en veux pas. Et ça, c'est une deuxième distinction. On entend de plus en plus ce message qui est dites-nous, vous ne voterez pas tous que votera Macron, vous saurez dire non. Ah oui, on saura dire non. On saura dire non parce que nous, on veut aller dans cette aventure collective avec nos convictions de gauche, comme des sentinelles vigilantes, et donc pas prêts à tout gober, à infléchir le plus possible la gauche, à muscler la gauche, voilà, peser à gauche, jusqu'au maximum et sans aller nous renier en votant des choses qui seraient contraires à nos idéaux. Et ça, cette deuxième différence, je vous dis, elle est en train d'apparaître dans l'électorat, y compris parce que les sondages qui annoncent, vous voyez tous, une razzia extraordinaire de la République en marche, qui va avoir non seulement la majorité à lui tout seul, mais même bien au-delà, etc., confortée d'ailleurs d'une manière qui est assez tordue par le vote des Français de l'étranger, qui, pour des raisons matérielles, devait se faire une semaine plus tôt. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le deuxième tour se fasse en même temps que tout le monde. Or, dans ces grandes circonscriptions qui représentent soit un très grand pays comme les États-Unis, soit un des pays, plusieurs pays à la fois, et où on a supprimé le vote électronique, ils ont besoin, pour envoyer la propagande électorale, de 15 jours entre les deux tours. Du coup, on a eu le premier tour là, et avec cette raz-de-marée pour la République en marche, et par exemple, quelqu'un comme... Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Axel Lemaire, qui a été ministre là, dans le gouvernement qui s'était occupé beaucoup du développement numérique, une fille plutôt de qualité, qui avait été élu dans l'Europe du Nord, membre du gouvernement avec une certaine notoriété, qui avait été élu facilement en 2012, elle a fait 8%, là. Même pas présente au deuxième tour. Donc il y a un raz-de-marée terrible. Simplement, ce vote-là, c'est le vote urbain plus, si je veux dire. C'est un vote où on ne sait pas le nom de son député, on ne sait pas qui c'est, on ne l'a jamais vu, et on vote alors pour le coup, on ne vote que l'étiquette. C'est pire que Paris-Centre, si je veux dire. Et même à Paris ou à Toulouse, ne seront élus que soit des candidats d'En Marche, soit des candidats soutenus par En Marche. Les seuls socialistes qui peuvent se glisser à Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes, Lille, etc., c'est des socialistes soutenus par En Marche. Sinon, ils vont tout rafler. Parce qu'à Paris, on ne connaît pas sa circonscription. Les seuls qui ont des petites chances, moi je suis très prudent sur le résultat, on avance beaucoup dans le brouillard, donc aucun élément sur le rapport de force, c'est ceux qui ont un rapport personnel à la circonscription, aux communes, aux maires, aux élus, aux associations qui en a travaillé. Bon. On va voir. Mais ce qu'on entend de plus en plus, c'est que justement, il commence à y avoir, c'est tard, hein, parce que le vote est dans 3 jours, cette espèce de
sonnette d'alarme qui se met dans la tête des Français, de dire oh là là, point trop n'en faut. Oh là là, attention au parti unique, attention à ce parti hégémonique qui commence à se... C'est pas bon pour la démocratie, quoi. Et ça serait mieux que la majorité soit plus diverse. Donc c'est ces derniers thèmes qu'il faut aussi développer dans les tout derniers jours et que nous développerons avec l'ardeur qui nous reste. Voilà. Joël, tu dis quelques mots. Voilà, en plus, beaucoup de mots. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour nous soutenir. Et tout d'abord, je voudrais confirmer ce que dit Jean, ce que nous sentons ces jours-ci, c'est que vraiment le fait que ces législatives avec le quinquennat soient juste après la présidentielle n'est pas synonyme de chèque en blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent, alors sans être trop optimiste, mais on nous alerte là-dessus. Et moi, j'ai la chance, aux côtés de Jean, que je remercie encore une fois de m'avoir proposé de me suivre dans cette aventure. J'ai la chance vraiment, au cours de cette campagne, d'être un observateur très privilégié, et ça, j'en suis bien consciente. Faire cette tournée des mairies, comme on l'appelle, c'est vraiment quelque chose de très, très enrichissant. Non seulement par ce qui nous remonte, ce qui nous est dit, mais aussi de voir Jean développer toutes les explications qu'il apporte, non seulement sur notre positionnement politique, mais aussi sur les lois qu'il a votées, les lois qu'il n'a pas votées, et la façon de les mettre en place. Le meilleur exemple, c'est l'intercommunalité, puisqu'on a été très sollicité là-dessus, et il a su, je suis sûre que son passage ne va pas être du tout anodin au niveau des communautés de communes, puisqu'il a bien reprécisé tout l'esprit de cette loi. Et ça, c'est vraiment très important, ce lien avec les... Alors, il y avait des élus, mais il n'y avait pas que des élus quand on rencontrait la population. Mais ce lien-là, il restera pour moi un moment vraiment très, très important dans la vie démocratique de notre département. Donc, évidemment, moi, je souscris totalement à ce positionnement qu'il a. On a aussi beaucoup parlé de l'hôpital, des hôpitaux en général, puisque c'est le GHT plutôt que l'hôpital de la maison, même si on a été très sollicité sur ce sujet. Et à chaque fois, l'expérience de Jean, sa compétence, moi j'appelle ça de la compétence sur tous ces sujets, eh bien, j'ai pu voir comment ça pouvait interpeller les personnes, comment ça pouvait répondre à leurs interrogations aussi. Et ça n'a pas de prix. Il me semble vraiment que sur cette circonscription, on ne doit pas faire l'économie de garder Jean au poste où il est, parce que stratégiquement, politiquement, humainement, on a besoin de quelqu'un qui saura défendre tous ces projets. Et en étant au département, je vois combien il est sollicité dès qu'il y a un sujet qui dépasse un petit peu les limites du départemental, mais vraiment pour la population, pour qu'il n'y ait pas cette sensation de on laisse faire. Jean, ça va être vraiment la personne la plus adaptée pour interroger, être constructif, et bâtir cette nouveauté qu'Emmanuel Macron, je ne connais pas, je ne suis pas une proche. Et donc, pour bâtir cette nouvelle façon de fonctionner en France, je pense qu'il faudra vraiment des gens comme Jean, des gens expérimentés, compétents et qui auront le sens de la construction. Voilà, et je tenais à le dire devant vous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Allez, les questions vont fuser. Avez-vous des questions? Oui, sûrement. Non? C'est-à-dire qu'ils ont commencé à apporter de quoi? Faire un casse-croûte, alors vous dites, peut-être on va attaquer le casse-croûte direct. Jo, toi, oui. Quand même, tu as une réputation à défendre. Non, c'est pas une réputation. Bon, tu sais qu'on n'avait pas la même vision sur les candidats au présidentiel. Bon, ça, c'est évident. On connaissait vraiment dans le projet d'avant. Je laisse ça de côté, mais franchement, donc c'est la question que j'avais posée à Bernard Bessou en réunion quand il était venu la dernière fois. Tu envisages donc d'être le frondeur de Macron? Non, justement. C'est la question. Je suis pas... C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais non, mais justement. Non, moi je n'aime pas la fronde. Parce que je trouve que c'est une attitude détestable en politique. Je le dis, espèce de faire des croche-pattes, de donner des coups de poignard dans le groupe, et surtout de ne pas respecter la démocratie, parce que les frondeurs, c'est ceux qui n'acceptent bien que membre d'un groupe faisaient 5 ou 10% de ce groupe et refusaient d'appliquer le vote de 90% du groupe. C'est ça que je pense qu'en politique, les Français, ils aiment la loyauté. Ils aiment la loyauté. Donc, quand tu dis quelque chose, il faut dire. Donc je ne suis pas du tout
dans l'optique de la fronde. Je suis pour peser dans une logique d'influence constructive, pour amender quand il y aura des choses. Pour l'instant, tu sais, on me dit, mais vous n'avez pas voté la loi travail. Mais je dis, vous la connaissez, vous, la loi travail? Vous la connaissez? Même les orientations, ils sont malins, hein, ce qu'ils font là, parce qu'ils n'ont pas levé le voile du tout sur les orientations des ordonnances. Hein. Ils ont donné des têtes de chapitre dans lesquelles tu peux avoir le pire comme le meilleur, si je veux dire. Et donc, je suis incapable de dire si je ratifierais des ordonnances, on ne connaît pas là. Et j'entendais Mme Pénicaud, la ministre, là, dire qu'elle ne voulait pas dire le fond de sa pensée, puisque de toute façon, elle rentrait dans une séquence de 50 ou 60 réunions avec les partenaires sociaux et qu'elle voulait co-construire cette réforme avec eux. Et que donc, si elle co-construit avec les syndicats, et en tout cas une majorité, voire une grande majorité d'entre eux jusqu'au bout, je n'ai su rien. C'est ce que je devine, mais je devine avec prudence que Macron veut construire ce qu'on appelle la flexi-sécurité dans les pays d'Europe du Nord, où on dit que la libéralisation du marché du travail va de pair avec un renforcement des protections sur les salariés et les chômeurs. Si c'est ça, et si c'est équilibré, est-ce qu'il y a des vraies protections, je peux le voter, mais à condition que ça soit équilibré, il y ait des vraies protections. Mais bon, même la CFDT, elle s'est battue pour que dans la loi El Khomri, il y ait des vrais progrès sociaux, et je continue à dire il y avait des vrais progrès sociaux, et je peux les énumérer devant vous dans la loi El Khomri, mais bon, si la CFDT aujourd'hui est encore dubitative et elle est prudente, c'est qu'il y a matière à être prudent. Mais donc je dis, si je rentre là-dedans, moi je dirais attention, négociation avec les syndicats, accord majoritaire avec les syndicats, et après on en parle, parce qu'il a évité la connerie qu'avait faite le gouvernement précédent sous la houlette de Hollande, quand il a lancé la première version de la loi El Khomri, qu'il a proposée au Parlement sans avoir la moindre accord avec les syndicats. C'est une faute majeure. Donc, à la fois sur la forme et sur le fond, je sais ce que je dirais. Mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Donc je ne suis pas dans une logique de frondeur, je suis dans une logique d'influence constructive, d'amendement, etc. Voilà, et moi je suis pour une logique toujours de compromis. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels j'aurais assez facilement du compromis avec ce gouvernement, par exemple sur la lutte contre le terrorisme, sur l'Europe, des choses comme ça, mais j'en aurais sur lequel ce sera plus dur. Sur l'éducation, je commence à tiquer, je commence à faire le ministre de l'Éducation. Bon, donc il faudra que des parlementaires qui disent « Ah, oh là, attention !» et puis qui commencent à parler, même sur la loi de la moralisation politique, qui est une espèce de pipeau, si je veux dire. Bon, même toujours, parce que même tu peux faire toutes les lois que tu veux, s'il y a toujours des parlementaires malhonnêtes, et pas que des parlementaires, on sait ici des maires malhonnêtes qui passent à travers les gouttes, parce que tu fais des lois, mais si la justice ne fait pas son travail, parce que j'ai mis un mot à Bayrou, et puis je l'ai fait passer à certains dans les cabinets ministériels, si vous ne faites pas votre travail, si les magistrats ont la trouille, ou mettent ça au fond d'un truc, bah, tu peux faire toutes les lois que tu veux, puis il y a des affaires qui durent pendant des années, alors qu'elles devraient être sanctionnées depuis longtemps. Donc il y a... Bon voilà, donc et puis toi il y a des trucs qui caressent le citoyen dans le sens où on va supprimer la réserve parlementaire. Et on laisse entendre, il y a eu tellement d'abus, ces choses pas opaques et pas transparentes. Je dis comment ça c'est pas opaque? C'est des mensonges. Depuis quelques années, moi je l'avais fait depuis 10 ou 15 ans. Toutes les réserves parlementaires sont sur mon site. Maintenant c'est obligatoire depuis 2 ou 3 ans. Moi je l'avais fait 10 ans avant. Bon. Mais c'est quoi? C'est des crédits d'État. C'est pas des crédits. Alors il y a beaucoup de gens qui croient que la réserve parlementaire, c'est moi j'ai dans mes poches des liasses de billets que je donne comme ça, sans aucun contrôle. Ce sont des crédits d'État qui transitent par les ministères et par la préfecture et qui obéissent au même montage que tous les montages de dossiers quand vous demandez une subvention de l'État. Alors on dit qu'il faut supprimer ça. Il y a quelques associations qui vont... moi j'ai donné des coups de main à des associations ici, aussi bien à la Banque alimentaire que au Resto du Cœur ou au Secours populaire ou à la Densité, etc. Des associations à qui ça donne des coups de main, ou à la Cavalcade d'Orient, ou des choses à qui ça donne des coups de main ponctuels, sur des projets ponctuels. Bon. Et puis dans le monde rural, je peux vous assurer qu'il y a les élus des petites communes de 10, 20, 30, 50 habitants. Hier, j'en ai visité un à qui j'avais dit une réserve parlementaire de 8 000 € pour rénover un logement. Ben, ça lui fait 8 000 € d'emprunt de moins pour sa commune, où il a 25 000 € de recettes annuelles. Et donc,
cette réserve parlementaire dans sa partie collectivité locale, elle bénéficiait à 90% au monde rural. Donc ça va être une recette de moins pour le monde rural, si personne ne le dit. Si tout le monde dit ah ben non, il faut la supprimer parce que c'est opaque. Tout ça parce qu'il y a quelques députés, des cons, hein, des drôles de cons, qui ont filé des subventions à des associations présidées par leurs femmes, leurs fils, leurs copains ou eux-mêmes. Parfois c'est encore pire. Mais il y en a quelques-uns comme ça. Et il y a qu'à les sanctionner, cela, puis les sanctionner fort. Et pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, alors il y a besoin de. C'est pour ça que je dis, il y a besoin de sentinelles vigilantes. Voilà, je ne suis pas un frondeur, je serai une sentinelle vigilante. Oui, mais ça veut dire que tu n'hésiteras pas à ne pas voter. Ça peut t'arriver qu'au bout du compte, si tu vas au bout du sens constructif, etc., tu peux pas dire je voterai tout. Ça veut dire que tu n'exclus pas, tu ne t'interdis pas de voter contre, bien sûr. Mais quand même, même moi qui étais un mitterrandiste acharné, il m'est arrivé de dans ma vie de dire non à Mitterrand. Je ne vous dirai pas sur quoi, mais donc c'est. Ou alors tu abandonnes tout libre arbitre. Ça, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais je pense ça profondément. Tu rentres dans une vision, comment dire, quasiment christique de la politique, c'est-à-dire il y a un Dieu vivant qui est à l'Élysée et je ferai tout ce qu'il dira, en mettant à genoux peut-être. Mais il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus rien. C'est pas ma conception de la République. La République, elle est laïque et elle repose sur le libre arbitre des citoyens et des élus et leur esprit critique et leur rationalité, pas sur la parole du Dieu vivant. Et si je dis ça, je dis pas ça. Je dis ça en pensant en particulier à mon concurrent et adversaire. Il y a une drôle de conception de la République laïque, mais bon, ça, c'est autre chose. Ben non, c'est la même chose. On n'a pas été très convaincant dans son débat télévisé quand même. Mais non, mais il n'est pas convaincant parce qu'il est parachuté là, parce qu'on l'a poussé, parce qu'on a pensé que cet homme-là, parce qu'il était maire de Bagnères, il n'était pas candidat. Hein, il n'a pas. Là aussi, le parti En Marche qui nous dit nous avons des critères, ça a été sélectionné sur critères, après un mettre des sélections rigoureuses, tu parles. Tu n'es pas candidat lui. Donc il n'est pas dans la sélection sur Internet, 3 mois avant, passer au crâne. Non, ils sont allés les chercher en disant qui pourrait battre Glavani. Donc ils ont choisi celui qui avait la mairie la plus importante. Mais surtout, ils avaient dans leurs critères, surtout, là où ils obéissaient, alors, des critères qu'ils n'avaient pas dit, c'est qu'ils n'avaient pas assez de candidats de droite. Voilà, ce que j'ai appris après. Ils n'avaient pas assez de candidats de droite, ils voulaient des gens de chez Juppé, il avait été délégué de Juppé. Voilà, et donc ils lui ont dit, présente-toi, on fera ta campagne, t'inquiète pas. Mais il n'était pas prêt du tout. Moi, il m'avait dit à plusieurs reprises, parce que je m'entends bien avec lui, j'étais député de Bagnères pendant 5 ans, on a bien travaillé ensemble, il le disait partout. Et il disait même, non, je n'irai pas aux législatives parce que je veux rester maire de Bagnères, parce que je ne vois pas pourquoi je me présentais contre Jean, je m'entends bien avec lui, c'est un bon député, et en plus, je pense qu'il sera loyal à Macron. Donc il disait tout ça, il me l'a dit à moi, il l'a dit à son équipe, à ses adjoints, et il l'a dit 10 fois avant. Donc il a changé d'avis, c'est son droit. Mais voilà, ils l'ont choisi parce qu'il est de droite, il a été choisi pour ça. Délégué de Juppé de droite et soutenu par la droite, il est le candidat de la droite. Il faut quand même le marteler, quoi qu'ils disent, quoi. Ah non, ça n'existe plus, mais t'as raison, mais ça n'existe plus. Mais non, si, ça existe encore. Ah bon, tu n'as plus d'idée, tu n'as plus de conviction, tu n'étais plus le candidat de Juppé, enfin. Oui, Simone. Tu dis qu'ils ont rempli les fonds du tiroir en quelque sorte parce qu'il n'avait pas assez de candidats de droite. Et ça veut dire qu'il y a des candidats de gauche en marche réellement. C'est un peu le doute qu'on peut avoir quelquefois. Et d'ailleurs, je vais te parler franchement, hein, ils ont choisi effectivement des députés socialistes, quelques-uns, en Bretagne autour de l'Audrian. Madame. Dans notre département voisin que nous, la Haute-Garonne, ils ont choisi comme candidat d'En Marche Monique Iborra, députée sortante du Parti Socialiste.